Un policier tué par des gangsters au cours d'un hold-up à Paris. Il y a plusieurs blessés de part et d'autre. Vous avez dit cohabitation. L'ancien président Giscard d'Estaing répond clairement oui. Il entrait aujourd'hui dans la campagne électorale. Voilà, c'est le bon titre. Hersens sous demi-surveillance. Pas d'administrateur provisoire pour le progrès, mais un mandataire chargé de veiller au statu quo. Début des Masters aux États-Unis. Le gratin du tennis se retrouve à New York et en direct ce soir sur Antenne 2. Madame, monsieur, bonsoir. C'est le 12e policier ou gendarme abattu depuis un an par des gangsters. Cela s'est passé cet après-midi à Paris, un hold-up qui a mal tourné dans une banque du 16e arrondissement. Au cours de la fusillade, un policier de la brigade de recherche et d'intervention, la BRI, a été tué. Il y a plusieurs blessés. Patrice Pellet s'est tout de suite rendu sur place. Dans cette voiture du SAMU, l'un des malfaiteurs grièvement blessé après le hold-up à la succursale du Crédit du Nord. Il est 16h30 lorsque les gangsters sortent de la banque. Mais la police les attend. Les gangsters sont en effet filés depuis le début de la journée. Les malfaiteurs se rendent compte qu'ils sont tombés dans une souricière. Immédiatement, ils ouvrent le feu. De part et d'autre, on se tire dessus, presque à bout portant. J'allais rentrer chez moi puisque j'habite rue de Livette et j'ai vu les coups de feu qui ont eu lieu. Et il s'est produit la chose suivante, c'est que j'ai vu un policier qui était gravement atteint et puis un des gangsters qui était mort. Voilà. Et il y en avait un ils avaient des perruques, parce qu'il y avait une perruque par terre et puis, comment dirais-je, des blousons, c'est tout. Les malfaiteurs n'en restent pas là. Pour protéger leur fuite, ils prennent en otage un policier qu'ils relâcheront quelques instants plus tard. Le patron de la BRB, le commissaire Mertz, est légèrement blessé. Suite à cette affaire, en fin de soirée, 2 suspects ont été interpellés et relâchés. Quant aux autres gangsters, ils sont eux, toujours en fuite. Moins dramatique, le casse d'une agence de la Société Générale, encore à Paris. 21 coffres pillés par des postiches. Toujours le même scénario. Une demi-douzaine de gangsters s'emparent des employés à l'ouverture de la banque et prennent tout leur temps pour vider les coffres. Pourtant, l'actualité de ce mardi, eh bien, c'est aussi le spectacle politique, à gauche comme à droite, en ce début de campagne électorale. Aujourd'hui, l'acteur essentiel en était l'ancien président Giscard d'Estaing, qui occupait la scène à 2 jours de la publication de la plateforme de l'opposition. L'ancien chef de l'État qui marque une nouvelle fois la différence avec Raymond Barre en insistant sur la nécessité de la cohabitation. C'était tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Est-il possible d'obliger à partir contre sa volonté un président élu pour 7 ans ? Certains vous répondent oui. Je vous dis non. Pourquoi? C'est parce que je veux que la France ait la politique d'un grand pays. Un grand pays respecte les règles et fait face aux réalités, même difficiles. M. Giscard d'Estaing a ensuite précisé sa position sur ce que devraient être les pouvoirs respectifs du Premier ministre et du Président de la République dans le cadre de la cohabitation, des pouvoirs qui seront, dans cette hypothèse, précis et limités. M. Giscard d'Estaing. Le Président de la République nomme le Premier ministre, mais il n'a pas le pouvoir de le renvoyer. Et je le sais, car c'est un sujet dont j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec les premiers ministres que j'avais nommés. Le Premier ministre de la cohabitation sera indéboulonnable. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que c'est le Premier ministre qui choisit les ministres. Et sur des sujets pourtant traditionnellement attribués au président, comme le référendum et la révision de la Constitution, le président de la République ne peut agir que sur proposition du gouvernement. Pratiquement, cela signifie quoi? Cela signifie que le président de la République n'a aucun moyen de s'opposer à la mise en place d'une nouvelle politique lorsqu'elle est voulue par le gouvernement et par la majorité parlementaire. M. Giscard d'Estaing continue donc de souhaiter la cohabitation, il l'a donc redit tout à l'heure, et il continue donc de plaider en même temps pour une sorte d'alternance douce, Paul Amar, c'est bien cela? Absolument, il reste fidèle à lui-même. L'auteur du livre 2 Français sur 3 continue de militer pour la réconciliation nationale. Valéry Giscard d'Estaing, qui a cité à plusieurs reprises des hommes du 19e siècle, s'inspire en fait d'un philosophe du 18e. Comme Jean-Jacques Rousseau, l'ancien président se veut optimiste
Il croit à la bonne volonté des hommes, donc à la coexistence pacifique. Mais comme il ne veut pas verser dans l'utopie, il fixe tout de même la règle du jeu, sa règle du jeu. Elle passe par une lecture très personnelle de la Constitution et fait du Premier ministre le véritable chef, au sens littéral du terme, du gouvernement. Bien sûr, le président pourrait rester si l'opposition gagne en mars 86, mais un président sans pouvoir, il conserverait sa couronne, mais il devrait rendre son sceptre. Théoriquement, la démonstration de Valéry Giscard d'Estaing peut convaincre, mais elle ne tient pas compte du caractère des hommes. Or, on imagine mal François Mitterrand abdiquer et se muer en président chrysanthème. En outre, ce scénario proposé par son prédécesseur est destiné à éviter la guerre civile froide, peut transformer à terme la nature des relations entre le président de la République et le Premier ministre. Imaginons qu'après-demain, les majorités parlementaires et présidentielles coïncident à nouveau. Le chef du gouvernement, s'il devait appliquer les recommandations de Valéry Giscard d'Estaing, pourrait avoir la tentation de revendiquer tous les pouvoirs et de défier ainsi le chef de l'État. Le cas ne s'est jamais produit depuis 1958. Même Jacques Chaban-Delmas, plébiscité pourtant par la majorité, avait préféré s'effacer en 1972. Les futurs premiers ministres auront-ils la même attitude demain? Pas sûr, si le pouvoir devait être transféré de l'Élysée à Matignon, et c'est tout l'esprit de la 5e qui serait ainsi modifié. La politique, c'est aussi le coup du rideau en Nouvelle-Calédonie. Le ministre de l'Intérieur, Pierre Joxe, effectue actuellement une visite de 4 jours sur le territoire. Il était aujourd'hui à Nouméa, où les anti-indépendantistes majoritaires dans cette région avaient décrété une opération ville morte. Boutique fermée, rideau baissé, rue desserte, c'est l'accueil qu'ils ont réservé à M. Joxe. Il a quand même pu rencontrer 3 présidents des conseils de région, puisque les responsables indépendantistes avaient répondu à son invitation. Le ministre de l'Intérieur doit poursuivre demain sa visite dans d'autres régions du territoire. Et là, c'est M. Tjibaou qui arrive donc pour rencontrer M. Joxe. Robert Hersant sous demi-surveillance après le rachat du Progrès de Lyon. Le tribunal de commerce qui avait été saisi au lendemain de cette opération a rendu ce matin son ordonnance. Le président avait le choix entre 2 solutions, nommer un administrateur provisoire ou ne pas le nommer. Eh bien, il en a choisi une 3e en désignant un mandataire judiciaire, ce qui est très différent. Et c'est ce que vous allez nous expliquer, Paul Lefebvre, maintenant. Le président Jacques Bon a en effet nommé l'un de ses prédécesseurs à la présidence du tribunal de commerce de Paris, M. Paul Paclot, pour cette tâche délicate de mandataire judiciaire. En somme, le tribunal de commerce de Paris a tenu le raisonnement suivant. Premièrement, pour l'instant, il n'y a pas d'autre repreneur déclaré que Robert Hersant. Deuxièmement, Robert Hersant a des capitaux. Un éventuel administrateur judiciaire n'en aurait peut-être pas trouvé pour faire vivre le Progrès. C'est important. Troisièmement, M. Paclot, qui n'est pas un homme à se laisser berner, va donc être une sorte de tuteur, entre guillemets, pour Robert Hersant. Je ne sais pas si la formule va lui faire plaisir. De façon à ce que M. Hersant gère le Progrès, mais ne prenne aucune décision irréversible avant que l'on décide, au civil et au pénal, si l'achat du Progrès de Lyon par Robert Hersant est valable ou non. Question étudiée par le tribunal de commerce à partir du 27 janvier prochain. Question posée également au juge d'instruction Claude Grelier, qui, au pénal, pourrait inculper Robert Hersant de violation de la loi de 84 sur la presse. Certains juristes, en effet, arguent que l'immunité parlementaire de députés européens ne peut pas être invoquée en cas de flagrant délit. Bon. Reste, il est vrai, qu'en l'absence d'autres candidats repreneurs ou d'autres solutions d'aide au Progrès de Lyon, Robert Hersant garde, même sous surveillance, son fauteuil de PDG du Progrès et que pour l'instant, indéniablement, le temps travaille pour lui. L'amiral Lacoste, l'ancien patron de la DGSE, était au centre de l'affaire Greenpeace, puisqu'il était au sommet le patron des agents secrets français impliqués dans l'affaire. C'est un homme réservé qui est constamment resté silencieux. Quelles que fussent les attaques portées contre lui, il n'a jamais voulu répondre ou apporter des éléments qui permettent de corroborer une thèse ou une autre. Il sort aujourd'hui de son silence, non pas pour apporter des révélations fracassantes, mais pour expliquer les raisons de son mutisme. Il s'en est entretenu tout à l'heure avec Hervé Brosini, qui avait suivi pour nous l'enquête autour de Greenpeace et qui lui a présenté quelques-unes des images qui avaient marqué cette histoire. Ce bateau, vous le reconnaissez, amiral? Naturellement. On a parlé d'une 3e équipe, d'un sabotage du sabotage, c'est vrai? J'ai l'intention de ne faire aucun commentaire sur une affaire pour laquelle j'avais décidé, en conformité avec mon sens de la responsabilité en tant que chef des services secrets, donc de ne faire aucun commentaire après tous ceux qui ont été faits dans les différents médias et par différentes bouches. Et cette femme? Voilà quelqu'un que je n'ai pas besoin de voir pour y penser constamment
j'ai le plus grand respect pour les gens qui étaient sous mes ordres et qui se sont trouvés victimes d'un malheureux accident. Et dans toute la mesure de mes possibilités, je ferai en sorte de participer à leur libération si c'est possible pour moi. Vous dites un accident, amiral. Est-ce à entendre que l'opération a mal tourné, tout simplement? Non, je dis un accident sans plus. Ce sont des agents de la DGSE qui ont coulé ce bateau. Ils ont agi sur ordre. Sur ordre de qui, amiral Lacoste? C'est une question à laquelle j'ai dit que je ne répondrai pas ce matin. Je ne peux pas y répondre plus ce soir. Vous n'avez pas non plus répondu aux autorités politiques lorsqu'elles vous ont demandé comment tout cela s'était passé. Pourquoi silence? Mon refus a été apporté sur un seul point, qui a consisté à ne pas donner le nom de 2 de mes agents. Si je l'ai fait, c'est parce que, en conscience et en fonction de ma conception de la déontologie des services secrets, j'ai estimé que je n'avais pas le droit de mettre en danger des hommes qui ont accepté de servir sous mes ordres et qui peuvent légitimement s'attendre à ce que je prenne mes responsabilités vis-à-vis d'eux. Cette sorte de pacte entre vous et vos hommes, est-ce que ça n'aboutit pas à la constitution d'un État dans l'État? Absolument pas. C'est une question de loyauté, c'est une question qui se rapproche de la façon de faire de la plupart des hauts fonctionnaires et des militaires, en ce sens que, comme dans toute profession, dans tout métier, il y a un certain nombre de règles qui s'imposent. Je ne pense pas qu'on puisse me taxer de déloyauté vis-à-vis de qui que ce soit. Les renseignements, c'est un point important dans la défense maintenant? Oui, et c'est bien pour ça que j'ai accepté de venir aujourd'hui en pesant les avantages et les inconvénients de ma présence. C'est simplement pour exprimer ma conviction à l'occasion de la sortie d'une nouvelle édition de mon livre que les affaires de défense et de stratégie, ce n'est pas seulement la mise en œuvre des appareils militaires, des armées, des marines, des aviations, mais c'est aussi pour une très large part la connaissance du monde et la connaissance des adversaires potentiels. Et dans cette optique, le renseignement a une importance tout à fait capitale qui, dans notre pays, n'a peut-être pas toujours été suffisamment perçue. Oui, l'amiral Lacoste qui a maintenant quelques loisirs et qui vient de publier ce livre dans lequel il n'évoque pas l'affaire Greenpeace, mais il détaille les stratégies navales à travers le monde. C'est un vrai livre de marin et c'est édité chez Jean-Claude Lattès. Les patrons à la recherche d'un nouveau salaire minimum, le CNPF voudrait remplacer le SMIC négocié par les partenaires sociaux au profit d'un nouveau SMIC fixé cette fois par l'État. De la sorte, il ne serait pas seulement indexé sur la hausse des prix, mais aussi sur d'autres critères. Actuellement, le SMIC est de 26 francs 04 de l'heure, ce qui fait un peu plus de 4 400 francs par mois. Y aura-t-il un compromis entre la majorité gouvernementale et l'opposition sénatoriale sur la flexibilité? On verra bien. C'est en tout cas ce qu'Edmond Maire a laissé entendre ce matin à l'issue d'une rencontre avec le président du Sénat, M. Poher, et avec Jean-Pierre Fourcade, qui est le président de la Commission des affaires sociales. Vous savez que le Parlement est actuellement réuni en session extraordinaire pour discuter justement de ce projet de loi sur l'aménagement du temps de travail. À l'étranger, parmi les exigences des ravisseurs des 4 otages français du Liban, certaines porteraient sur des personnes, plus précisément sur la libération de certaines personnes détenues en France. Et l'on pense bien sûr aux commandos qui avaient tenté d'assassiner l'ancien ministre iranien Shapour Bakhtiar. En tout cas, c'est la première fois qu'un ministre reconnaît qu'il y a bien de telles exigences chez les ravisseurs. C'est donc ce qu'a dit ce matin M. Roland Dumas. On se battait aujourd'hui encore à Aden, au Yémen du Sud, entre troupes gouvernementales et rebelles. Ce sont les suites d'un coup d'État au cours duquel le président sud-yéménite Mohamed a été blessé par l'un de ses rivaux. Dans cette affaire, c'est la nature des liens entre Moscou et ce pays qui paraît être en cause. Il faut savoir que l'URSS occupe à Aden une place privilégiée sur le plan stratégique à l'entrée de la mer Rouge. Et c'est peut-être le rapprochement de l'équipe dirigeante actuelle avec le Nord-Yémen et l'Arabie Saoudite qui est à l'origine des événements de ces derniers jours.
Des pépins pour Ariane. Après un premier report la semaine passée, la fusée européenne devait décoller jeudi prochain. Eh bien, le compte à rebours a été annulé et le tir repoussé à la fin février ou même au début du mois de mars. C'est un nouveau coup dur pour Ariane, 5 mois après un échec bien douloureux. Patrick Esther. 14h30, une porte qui claque cet après-midi à Kourou, les malheurs d'Ariane recommencent. L'évidence s'impose aux techniciens qui effectuent les dernières répétitions. Ce réservoir, en forme d'anneau, entourant le moteur du deuxième étage, fuit comme une vulgaire tuyauterie de baignoire. Ce réservoir contient l'eau du circuit de refroidissement. Sale coup pour ce 16e exemplaire de la fusée européenne, le tir est reporté jusqu'au début du mois de mars. Il est probable qu'il va être nécessaire de démonter le deuxième étage, peut-être même de le sortir de la tour de lancement. Ariane, après l'échec du 13 septembre, sera donc 5 mois sans voler. Reste maintenant à savoir si Ariane 17, qui attend sur un second pas de lancement, sera tirée, elle, comme prévu, le 26 février. Mais de toute manière, ce nouveau retard fait mauvais effet dans la compétition commerciale qui oppose Ariane à la navette américaine. Même s'il est trop tôt pour dire quelle sera la réaction des clients, il est difficile de ne pas rire jaune en pensant aux plaisanteries récentes liées au faux départ de la navette. On nous a mal renseignés, on s'est trompé d'adresse, une excuse bien banale pour un crime bien odieux. Hier soir, 3 hommes masqués se sont introduits dans la villa d'un célèbre restaurateur belge qui vit dans le sud de la France. Ils l'ont froidement abattu avant de charger de soi-disant microfilms qui bien sûr ne s'y trouvaient pas. Ils sont repartis bredouilles, laissant un mort derrière eux. Le reportage sur place de Thierry Calmette. À la Villa Le Figuier, tout était calme hier soir, mais 3 hommes masqués venaient de pénétrer dans le jardin. Madame Henrion revenait du garage à l'extérieur, les gangsters l'ont surprise et fait rentrer de force. Dans le salon, Raymond Henrion gisait par terre, mortellement blessé par un coup de feu. Les 3 individus ont alors attaché Madame Henrion au corps de son époux. Après avoir raflé quelques bijoux, ils ont demandé la clé du coffre, puis des microfilms. Sans résultat, ils auraient alors prétendu s'être trompés d'adresse. Les agresseurs se sont enfuis dans la voiture du couple de retraités. La berline a été retrouvée à quelques centaines de mètres de la villa. Pas d'empreinte, les gangsters portaient des gants. Voici Madame Henrion, elle ne comprend pas. Ils vivent à Vence depuis plus de 15 ans. Le couple de retraités belges possède un restaurant très coté en Belgique. Une existence sans histoire, rien à voir avec l'espionnage. Je connais M. Henrion depuis 40 ans, n'est-ce pas? J'étais dentiste à Sedan, vous savez, c'est à côté de son pays, n'est-ce pas? Puisqu'il était à côté de la frontière. Je l'ai soigné pendant des années, je connais parfaitement l'homme, la famille, même, je peux vous dire, c'était un homme absolument intègre, qui n'avait absolument rien. C'était, disons, le père tranquille. C'est vous qui avez ouvert le coffre, qui avez-vous trouvé? Oui, c'est moi qui l'ai ouvert ce matin, en présence de Mme Henrion, évidemment, mais on a trouvé quelques billets, mais insignifiants, un carnet de chèque postal, mais absolument rien, quelques bijoux de fantaisie, mais absolument rien du tout d'anormal. Le retraité a vraisemblablement été tué à bout touchant avec une arme de chasse au canon scié, ce qui écarterait l'intervention d'agents secrets cherchant d'hypothétiques microfilms. Ce soir, les policiers de Cagnes et de Vence penchent plutôt pour l'hypothèse d'un cambriolage manqué. Les cambrioleurs se seraient affolés et auraient tiré, prétextant une affaire d'espionnage pour brouiller les pistes. Pour l'instant, l'enquête demeure strictement policière. Le sport maintenant avec un tableau de maître à New York puisque c'est ce soir que débutent les fameux Masters, le tournoi des champions qui devrait permettre de sacrer définitivement le meilleur joueur de l'année 85 même si l'on est maintenant en 1986. Des joueurs qui sont difficiles à départager et auxquels nous sommes amusés à donner des notes en fonction de leurs résultats de l'année. Voici le tableau d'honneur du tennis mondial avec les 6 meilleurs joueurs mais aussi avec les 2 Français qui se produisent à New York. Une copie notée par Lionel Chamoulot. À lui, la raquette d'or et de diamant, Ivan Lendl est enfin numéro 1. La surface de New York lui est favorable, il est le favori, 10 tournois gagnés en 85, lui valent 20 sur 20. Le boom de l'année, Boris Becker. Un beau jour de juillet, il devient numéro 5 mondial. C'est le plus jeune vainqueur de Wimbledon, depuis, c'est l'état de grâce. 19 pour Becker, à 18 ans. John McEnroe la grimace. Il gagne 8 tournois, mais aucun du Grand Chelem. La tête ailleurs peut-être. Année médiocre, puisqu'il n'est que numéro 2, 18 sur 20. L'homme de fin de saison, Stefan Edberg. Vainqueur surprise de l'Open d'Australie, plus personne ne lui fait peur. 18 aussi pour le numéro 5 mondial.
Mats Wilander, toujours là, désormais numéro 3, le vainqueur de Roland-Garros cherche un grand titre sur surface synthétique. Une bonne année avec 3 victoires, 17 sur 20. Yannick Noah, le grand retour avec 3 titres et une place de numéro 7. Quelques soucis physiques, mais la joie de jouer est revenue. 17 sur 20. Le vieux lion rugit moins fort. Connors n'a pas remporté un seul tournoi cette année. Rarissime pour le recordman des victoires. Placé Connors, mais pas gagnant. 16 sur 20. Henri Lecomte vous salue bien. 2 titres, de remarquables performances dans les tournois du Grand Chelem. Une motivation nouvelle. Dommage qu'Henri ait perdu 8 fois au premier tour cette année. 15 sur 20. Les 16 meilleurs joueurs du monde sont à New York pour élire le plus fort d'entre eux, le maître du tennis 85. Premier match ce soir en direct sur Antenne 2 aux environs de 23h45 après le dernier journal. Et puis maintenant le Paris-Dakar, nous sommes à mi-parcours après le nettoyage par le vide de la première semaine. On serre les rangs. Paris-Dakar spécial Antenne 2, voici le reportage de nos envoyés spéciaux Jean-Louis Calmejane et Patrick Chêne. Puisqu'il était écrit que les problèmes de navigation seraient à l'ordre du jour, il était de bon ton très tôt ce matin de réviser son cap et sa boussole. Ceci en prenant sagement place dans la file d'attente du bac installé sur le Niger pour rejoindre un peu plus loin le Mali. Au départ de la première spéciale, c'est Zaniroli qui résumait le sentiment général. Ça va être très dur, beaucoup de navigation, ça va être un vrai jeu de piste. Jeu de piste sur un terrain nouveau. Oubliez le désert du Ténéré. Ici, la végétation existe. Elle est variée et trompeuse. Assez en tout cas pour s'y perdre et tous s'y perdront. 2 tactiques alors bien distinctes. Celle des motos, tout de suite attirées les unes vers les autres pour rouler en peloton. Celle des voitures maintenant. C'est plutôt chacun pour soi pour un surprenant ballet. On ne roule pas ensemble. Chacun sa route, chacun sa chance. Autre tactique, la bonne, celle de René Medj. Est-ce que c'est vous qu'on a vu demander la route des Touaregs? Exact. Il allait à la ville. Hein. Il nous a demandé, ça a confirmé ce qu'il nous disait, donc on est parti là. Et il était à côté d'une grande piste, si tu veux, d'une piste à chameau. Hein. C'est presque comme une piste de bagnole, mais il n'y a pas les traces de bagnole, si tu veux. Et on a suivi, on est tombé au village. Si les Porsche font la course en tête, elles seront battues tout de même. Battues par une Mitsubishi, curieusement, pas par celle de Zaniroli, engagée dans une mauvaise piste, mais par celle de Cowan. Cowan suivi jusqu'au bout par son coéquipier, Hubert Rigal. Cowan remporte l'étape, mais Medj ne perd pas grand-chose dans l'affaire. Cowan, vainqueur du jour. Même situation maintenant chez les motards. Cyril Neveu et les Honda ne gagnent pas aujourd'hui, mais elles ne perdent qu'une grosse poignée de secondes au profit des Yamaha, auteur d'un beau doublé, Findano, Olivier. Il n'y avait absolument aucun indice pour pouvoir naviguer et je pense que la seule solution c'était la boussole. Et en faisant comme ça, on s'est retrouvé sur un cap à peu près correct et on a retrouvé le fleuve. Donc tout va bien. Tout va bien, tout ce beau monde a le sourire, les premiers pièges du Mali ont été évités, la colère de Gaston Rayet, abandonné par ses équipiers, c'est une autre histoire. Ben, c'est pas comme ça qu'on gagnera. C'est une merde de gens. Et c'est la dernière fois que je roule avec BMW. Ça, tu pouvais le mettre dans le journal. C'est vrai, il est... Tu l'as vu, Beinauer, hier soir? Je l'ai vu hier. J'ai demandé à Beinauer qu'on joue la politique d'essayer de gagner le team, alors que Eddy n'est pas capable de gagner. Il roule comme un mouton derrière les autres. Alors j'ai demandé qu'il roule avec moi et qu'on essaye au maximum. Si je crève, qu'il me donne une roue, qu'il fasse. Beinauer m'a dit oui, et aujourd'hui, quand on était ensemble là, dans la brousse, là, que j'étais crevé, je lui ai dit, est-ce que tu veux pas, il dit, m'aider bien vite pour qu'on répare. I'm sorry, qu'il dit, il a continué. Alors si c'est ça bien, eh ben, chez BMW, ils peuvent aller se faire foutre. Hein. Hécatombe dans le désert. Raymondis, Gabro, Ragnotti et Zaniroli se sont perdus. 10 heures de retard. X en profite pour prendre la 2e place à 1h47 de Medj.
2 Porsche en tête. En moto, moins de dégâts, le classement a peu évolué, mais les camions aussi ont perdu 10 heures, surtout De Rooij et Capito. Grohan est provisoirement en tête. La société Antenne 2, consciente que certaines images de ce reportage comportent un aspect de publicité en faveur du tabac interdit par la loi, affirme n'avoir été guidée que par le seul souci de donner d'un événement d'actualité une information directe et spontanée. Exécution d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 janvier 1986. Oui, ces images que nous vous montrons chaque soir, elles sont tournées par Henri Gallet et Jean-Marie Lequertier, qui font un travail très difficile et très réussi, vous l'avez vu, sur les pistes du Paris-Dakar. Avant de passer à la météo, les pronostics de Lionel Ovadia pour le derby qui se court demain à Vincennes, des pronostics en chiffres et en images. Tout de suite. Voilà, une seconde. Plus de 2 millions de francs pour 7 petits numéros, c'est le rapport du dernier derby, un chiffre qui fait rêver. Celui qui nous est proposé demain semble un peu moins difficile à déchiffrer que le précédent. Certes, la première épreuve n'est pas à l'abri d'une grosse surprise, mais il faut bien reconnaître que les 2e, 3e, 4e et 5e courses laissent entrevoir les victoires des groupes 13, 22, 31 et 36. Il reste bien sûr à faire mouche dans les premières, 6e et 7e épreuves, mais en limitant les risques, on peut tenter les groupes 7, 42 et 54, où les favoris semblent assez solides. Pour me résumer, voici mon choix pour ce derby de Vincennes. Du côté des favoris, le 7, le 13, le 22, le 31, le 36, le 42, le 54 et le 56. Pour les outsiders, le 2, le 12, le 20, le 30, le 34 et le 46. Voilà maintenant la météo échevelée et enrouée de Laurent Boussier. Et oui, il y a encore du vent, encore des nuages, encore de la pluie, ça arrive de l'Atlantique, on n'en voit pas la fin. Regardez la photo satellite, vous allez voir, ça continue à arriver. Ah, ça c'était pas la photo satellite, voilà la photo satellite, une énorme masse de nuages sur l'Atlantique, poussée par des vents qui étaient très très forts aujourd'hui, il y a eu tempête, qui faiblissent un petit peu, une énorme masse de nuages qui va de nouveau demain affecter l'ensemble de la France. Alors regardez la carte du temps prévu, vous allez voir, elle est nuageuse. On n'y peut rien, c'est comme ça, avec un temps variablement mauvais sur toute la moitié nord, peut-être des chutes de neige en plaine sur le nord-est du pays, quelques éclaircies, surtout beaucoup d'averses. Un temps très gris sur la région Poitou-Charentes, sur l'Auvergne, le Limousin, la région, la Franche-Comté, le nord des Alpes, un temps très nuageux avec des pluies et des chutes de neige, les risques d'avalanche demeurent très importants. Enfin, un temps un petit peu plus clair, mais ça, c'est toujours la même chose depuis plusieurs jours. Sur les bords de la Méditerranée, à noter que le Mistral et la Tramontane continuent. Côté température, c'est la baisse, un petit peu. Heureusement, vous me direz, quand même, de 6 à 8 degrés sur la moitié nord, une grosse majorité de 7 degrés à Paris, et de 6 toujours, mais jusqu'à 13 degrés en Corse, sur la moitié sud. Vous voyez, ça reste doux, même si c'est en baisse. Côté agenda, ça change comme tous les jours. Demain, c'est mercredi 15 janvier, pardon. Le soleil se lève à 8h41, se couche à 17h20. 2 minutes de soleil en plus. Et c'est la Saint-Rémy, alors bonne fête Rémi. Le rappel des principales informations de ce journal. D'abord, un hold-up sanglant à Paris, dans le 16e arrondissement. Un policier a été tué et un autre grièvement blessé. Et puis plusieurs personnes ont été plus légèrement touchées après la fusillade. Enfin, les déclarations de Valéry Giscard d'Estaing qui entrait de plein pied dans la campagne électorale. La cohabitation, ça peut marcher. Et de toute façon, le Premier ministre sera indéboulonnable, a dit Valéry Giscard d'Estaing. Dernier journal, Bernard Pradino, aux environs de 23h20. Demain matin, n'oubliez pas votre premier rendez-vous, c'est Télématin à 6h45. Bonsoir, à demain 20h.